Donc, genre, espèce, individu. Ces trois notions, qui sont inséparables, n'appartiennent pas d'abord à la biologie ou à la classification des êtres vivants, mais à la logique, entendue au sens le plus large, à l'analyse du logos, c'est-à-dire du discours. Demandons-nous donc à quelles conditions ce que nous disons a un sens. Partons comme toujours du commun langage, car le discours, c'est la compréhension de ce que nous disons lorsque nous parlons, ce ne sont pas seulement des mots ou même des phrases. Ce que nous disons, c'est le contenu de notre pensée, de telle sorte qu'il n'y a pas d'étude philosophique du langage qui ne soit d'abord une réflexion sur la vérité. On apprenait naguère aux étudiants que les philosophes n'ont pas su réfléchir sur le langage et l'on prétendait que seule la linguistique née à partir de Saussure prenait vraiment le langage en considération. Mais les philosophes, depuis les présocratiques et Platon, refusaient délibérément de séparer le langage et vérité. Nous allons comprendre pourquoi par l'étude de ces repères. Les noms communs. Les mots dont nous usons sont des termes généraux. Table se dit de toutes les tables, ce sont des noms communs. À chacun correspond un concept ou idée générale. Le concept de table permet de penser toutes les tables. Les noms propres, au contraire, désignent chacun une seule chose, un individu, un être singulier, mais généralement les noms de famille ou les prénoms sont d'abord des noms communs, comme Dupont, celui qui habite près du pont, ou André, qui veut dire homme en grec, et c'est pourquoi plusieurs hommes peuvent avoir le même nom. Genre et espèce. Cette généralité, donc genre et général c'est le même mot, issu du latin genus, qui a donné aussi génération. Et pour tout ça, on verra le repère universel, particulier, général, voilà, singulier. Cette généralité des concepts est plus ou moins grande. Ainsi, meuble est plus général que table. Meuble, ici, est le genre, table l'espèce, une espèce de meuble. Et meuble est une espèce relativement au genre objet artificiel. Être ou quelque chose est plus général encore qu'objet artificiel et peut ici être considéré comme le genre suprême, celui qui contient tous les autres mais qui du même coup est si général qu'il est indéterminé. On notera que ce qui est genre relativement à une espèce peut être espèce par rapport à un genre supérieur. Il peut même arriver que la relation de genre à espèce soit inversée. Ainsi, on peut dire que le carré est un régulier quadrilatéral ou bien un quadrilatère régulier. De sorte que si l'on admet le plus couramment dans les manuels qu'animal est le genre et animal raisonnable l'espèce, Leibniz remarque qu'on peut prendre le chemin inverse et considérer que l'animal raisonnable est en réalité un raisonnable animal, c'est-à-dire qu'animal est la différence spécifique qui distingue les hommes des autres êtres raisonnables. L'homme est donc en ce sens non pas un animal doué de raison, mais une substance raisonnable douée d'une nature animale, au lieu que les génies sont des substances raisonnables dont la nature n'est point animale ou commune aux bêtes. Ça, c'est dans les Nouveaux essais sur l'entendement humain, 3, 4, paragraphe 10. Génie désigne ici l'équivalent d'un ange ou un esprit. On remarquera que le propos de Leibniz est vrai même s'il n'existe aucun être de cette sorte en dehors de l'homme. Leibniz montre ainsi la relativité des genres et des espèces, ce qui veut dire que le genre et la différence qui permet d'y découper une espèce ne sont pas comme le substantif et l'adjectif. Extension et compréhension, du plus général à l'individuel. Pour aller du plus général au moins général, par exemple du genre meuble à l'espèce table, il faut préciser ce qu'on veut dire ou spécifier le concept. On réduit alors son extension, c'est-à-dire le nombre de choses qu'il permet de penser, qu'il dénote, et l'on accroît sa compréhension, c'est-à-dire le nombre des caractères qu'il connote, qu'il permet d'attribuer à ce dont il est le concept. Ainsi, le concept de table a une extension plus petite que celui de meuble et une compréhension plus grande, il connote plus de caractères que lui. Les logiciens résumaient ce rapport entre extension et compréhension des concepts, du plus abstrait au plus concret, par cet axiome. Extension et compréhension d'un concept varient en raison inverse l'une de l'autre. Plus un concept est large, plus il est pauvre, plus il est riche, moins il convient à un grand nombre d'objets. Ainsi, le travail de spécification permet de passer d'une classe plus étendue à une classe plus réduite, jusqu'à l'individu, par exemple cette table, sur laquelle présentement je m'appuie. Le terme d'individu désigne ici tel être singulier et non pas nécessairement un individu au sens où l'être vivant est indivisible. On appelle en effet individus les animaux ou les hommes parce que les diviser, c'est les altérer ou même les tuer, tandis que les minéraux par exemple ne sont pas des individus. Le granit découpé est encore du granit. Nous prenons au contraire ici individu en un sens seulement logique, et ce terme est alors justifié parce qu'il est impossible de diviser l'individu à son tour en espèces, comme on divise le genre en espèces ou l'espèce en sous-espèces, division logique. Reprise de ce qui a été dit dans les repères abstraits concrets et médias immédiats. Parvenir à l'individu, si c'est le saisir à partir de toute la hiérarchie des concepts depuis le plus général jusqu'au plus déterminé, requiert donc la pensée la plus riche et la plus complexe, celle qui contient toutes les déterminations précédentes, depuis la plus générale ou abstraite, encore indéterminée, jusqu'à la plus réduite. Le concret nous paraît premier et immédiat, par exemple cette table ou ce verre de vin, qui sont des données de la perception. Mais qu'en saurais-je si je ne pouvais les nommer et en parler, si je ne comprenais pas que la table est un meuble, objet artificiel, etc. Comprendre vraiment cette chose singulière qu'est ma table suppose toute la pensée, plus de pensée que la connaissance géométrique des figures, le plan de la table ou la forme du verre par exemple,
qui ne considère la table que sous un aspect particulier. Si le concret est, en tant que sensible, le point de départ de la pensée, il demeure alors pauvre en ce qu'il n'est pas encore compris, faute de concept, et seule la médiation conceptuelle permet d'en obtenir véritablement un savoir. De là l'appellation de concret. Concresco signifie en latin croître ensemble. Le concret contient et rassemble en lui une infinité de déterminations. Et ainsi le concret prétendument immédiat n'est en réalité que la donnée la plus pauvre, celle qui ne nous dit encore rien de l'objet, tandis que le long travail d'analyse et la médiation des concepts nous permettent de connaître vraiment la chose. Toute la philosophie de Hegel est une réflexion sur ce renversement de la signification du concret et de l'abstrait. Vouloir faire l'économie des concepts et tenir l'abstraction pour ce qui nous éloigne du réel, c'est au contraire demeurer séparé de la vérité de la chose que seule la médiation permet de développer, c'est rester dans l'abstraction. Concept et individu. Nous découpons donc dans le genre des espèces et des sous-espèces jusqu'à l'individu, mais celui-ci peut-il être atteint ainsi par des concepts ? Sans doute parvenons-nous, à force de préciser, à nous rapprocher pour ainsi dire de l'individu, à le circonscrire, mais il faut en fin de compte, puisque les noms communs ou les concepts sont toujours généraux, donc trop larges pour un individu, pour le singulier, que l'individu soit objet d'une intuition sensible. Parce qu'il n'y a pas d'espèce ultime, toute espèce étant à son tour divisible, l'entendement ne peut parvenir à l'individu. S'il est vrai qu'il n'y a pas de pensée sans concept, c'est-à-dire sans représentation générale, alors jamais nous ne pourrons atteindre l'individu s'il ne nous est pas donné par les sens. Aussi le discours ne peut-il donner de l'individu une connaissance exhaustive. Il permet seulement de l'indiquer, et il se sert pour cela d'indicateur qui situe l'individu dans l'espace et le temps, et par rapport à celui qui parle, mon bureau. Ainsi, un concept nous permet de penser une chose sous un certain rapport, c'est-à-dire d'envisager cette chose ou de la considérer en tant que ceci ou cela, et non en tant qu'individu. En ce sens, aucun concept n'est suffisant pour saisir tout ce qu'il est possible de penser d'un individu. Mais cette impossibilité de saisir l'individu par un concept ultime n'est pas une faiblesse de la pensée. C'est au contraire ce qui fait d'elle une pensée, capable toujours de renouveler l'angle sous lequel elle considère une chose, de la mettre en relation avec autre chose, ou de déterminer une nouvelle relation entre ses caractères. On notera ici que la hiérarchie qui va des concepts à l'individu, du plus général au singulier, signifie à la fois qu'il y a entre les choses, quelles qu'elles soient, une unité, et qu'il est toujours possible de trouver en elles de nouvelles différences. Du premier point de vue, nous pouvons toujours les réunir sous un concept, et de l'autre, tout concept peut à son tour donner lieu à une nouvelle division qui permet de distinguer les objets qu'il réunissait et de découvrir de nouvelles variétés d'une même espèce. On trouvera un développement complet de ce point dans l'appendice à la dialectique transcendantale de la critique de la raison pure de Kant, et particulièrement l'image développée ici. On peut regarder chaque concept comme un point qui, tel le point de vue d'un spectateur, a son horizon, de sorte qu'une multitude de choses peuvent être représentées et comme embrassées du regard à partir de ce point. Dans l'intérieur de cet horizon, il doit pouvoir être donné une multitude de points qui va à l'infini, et dont chacun à son tour a son horizon plus étroit, ce qui revient à dire que chaque espèce contient des sous-espèces, suivant le principe de la spécification, et que l'horizon logique ne se compose que d'horizons plus petits, de sous-espèces, mais non de points qui n'ont pas de circonscription, d'individus. Mais on peut concevoir un genre encore plus commun qui embrasse les divers horizons, c'est-à-dire les divers genres déterminés par autant de concepts, d'où on les embrasse tous comme d'un point central, et qui est le genre supérieur, jusqu'à ce qu'on atteigne le genre le plus haut, qui est l'horizon universel et vrai, qui est déterminé du point de vue du concept le plus élevé et comprend sous lui toute la variété des genres, des espèces et des sous-espèces. Toute la difficulté de la pensée consiste à déterminer les relations des termes entre eux, du plus général au plus spécial, et à maîtriser l'entrelacement des concepts de telle façon qu'on ne se trompe pas dans l'unification du divers ni dans la diversification de l'unité. Ainsi, dans ces dialogues, Platon nous montre des exercices de dichotomie, c'est-à-dire de division des concepts, pour nous apprendre à ne pas nous méprendre sur la nature des choses. Par exemple, la division du genre humain en masculin et féminin ne permet pas d'affirmer qu'il y a des tâches proprement masculines ou proprement féminines en dehors du fait que les femmes portent les enfants et leur donnent le jour, de sorte qu'il faut conclure qu'elles peuvent devenir soldats ou philosophes, contrairement à ce que pensent les Grecs. Ça, c'est dans la République 5, 453 E, 455A. Ou encore, diviser l'humanité en Grecs et barbares n'a pas plus de sens que la diviser en chauves et chevelus. Politique 262. Ces exemples permettent d'entrevoir l'enjeu de la détermination des concepts et de la hiérarchie des genres et des espèces. Aussi, dans le politique, Platon prend-il le temps de faire ce travail de division sur un exemple en apparence simple, celui du tissage, comme dans le sophiste, celui, ironique cette fois, du pêcheur à la ligne, qui prépare la définition du sophiste. Classification zoologique. L'exigence rationnelle d'une unification conceptuelle comprenant toute chose a donné lieu à la classification des animaux et des plantes. Ce n'est donc pas un hasard si l'on trouve chez Aristote la première logique et la première classification des êtres vivants. Attention, alors les termes de genre et d'espèce ne sont plus pris dans leur sens rigoureusement logique. Lorsque nous considérons les espèces vivantes, nous donnons à la notion d'espèce un sens particulier proprement biologique. Ainsi, Buffon considère que deux êtres appartiennent à la même espèce s'ils peuvent se reproduire entre eux.
Le critère de l'espèce ici n'est pas logique, c'est la filiation et non la spécification. Nous ne pouvons ici rendre compte de la manière dont les classifications définissent leur division. Voici un exemple de classification systématique: embranchement, vertébrés, classe, mammifères, ordre, primates, famille, hominidés, genre, homo, espèce, sapiens. Mais la richesse de la vie est telle qu'il arrive qu'on trouve une espèce qui ne cadre pas avec le système qu'on a jusque-là pu construire pour réunir tous les êtres vivants. C'est pourquoi, dans cette recherche d'une unité de la diversité, il est apparu nécessaire de proposer l'hypothèse d'une évolution des espèces, selon laquelle les êtres vivants ne sont pas enfermés dans une espèce définie une fois pour toutes. Mais là encore, la richesse de la vie ne permet pas de conclure que cette théorie, le modèle darwinien de la sélection naturelle, est suffisante, comme si une théorie scientifique pouvait tout expliquer, comme s'il fallait attendre de Darwin une réponse scientifique et non plus mythologique à la question de l'origine de la vie. Cette question, en effet, est elle-même sensée. On verra le repère origine-fondement. En guise de conclusion, ainsi le sens donné au terme d'espèce dans une classification zoologique ne doit pas être confondu avec celui que nous lui donnons lorsque nous parlons de la généralité d'un concept. Cette distinction en apparence très simple est souvent oubliée et nous nous précipitons à confondre classification logique et biologique, rationnelle et naturelle. D'où vient notre confusion ? De ce que la classification des animaux est le plus bel exemple dont nous disposions pour comprendre que la nature entre dans nos concepts, ou, plus simplement, pour comprendre que les choses peuvent être nommées. Nous demandons ici au lecteur un exercice philosophique d'étonnement auquel il doit sans cesse revenir. S'étonner de ce que les choses puissent être nommées, s'étonner de ce qui pour nous tous va de soi, de ce que tout enfant comprend sans difficulté, qu'il peut nommer les choses et les classer ainsi, puisque les couleurs sont distinguées des sons, les rouges des bleus, les figures des couleurs, les courbes des droites, et ainsi de suite. On propose aux enfants des jeux pour qu'ils s'entraînent ainsi à penser, à ramener le multiple à l'un et à diversifier l'un en variété, c'est-à-dire à conceptualiser. Que chacun prenne le temps de regarder l'enfant ranger ensemble des figures différentes de couleur rouge parce qu'il conçoit la catégorie du rouge. Regardons-le rassembler les figures circulaires de couleurs différentes parce qu'il conçoit le cercle. Certes, ces objets ont été fabriqués de telle sorte que les caractères communs permettant la classification soient aisément perceptibles. Mais la réussite de l'enfant montre bien cette sorte de génie de la pensée qui met de l'ordre dans la diversité des choses qu'elle considère. Il est plus étonnant encore que les choses de la nature se prêtent à entrer dans de tels systèmes de classification et que nous puissions non pas seulement nommer les individus en leur donnant un nom propre, mais leur donner des noms communs, c'est-à-dire les classer par genres et espèces. À cette condition seulement, nous pouvons parler, car s'il fallait un mot par chose et que nous ne puissions leur donner des noms communs, si les individus étaient donc tous rigoureusement inconcevables, il faudrait pour en parler autant de noms que de choses. On imagine l'épaisseur du dictionnaire, ou plutôt on voit bien qu'un tel dictionnaire serait impossible, puisqu'il serait impossible de définir un terme à partir d'autres termes. Il n'y aurait qu'une solution, celle de l'Institut des langues de Lagado, visité par Gulliver. Inventer un langage des choses, certes universel, contrairement à nos langues qui sont toutes particulières et n'ont pas toutes exactement le même système de classification, mais qui exigerait que chaque homme transportât sur soi toutes les choses dont il aurait l'intention de parler. Jonathan Swift, Voyage de Gulliver. Jonathan. On imagine l'équipe de transporteurs dont aurait besoin un orateur pour s'adresser à son auditoire. C'est un beau rêve philosophique que celui d'une hiérarchie logique qui, partant du concept le plus général et le spécifiant toujours davantage, par exemple en divisant être en choses naturelles et choses artificielles, etc., permettrait de déterminer comment tous les concepts se rapportent les uns aux autres et descendraient ainsi jusqu'aux espèces les plus éloignées et les plus petites. Un esprit qui pourrait ainsi rapporter une chose quelconque à la série des espèces jusqu'au genre suprême aurait de cette chose une définition complète, c'est-à-dire permettant non pas seulement de reconnaître un objet, mais d'en connaître toutes les propriétés sans exception. Un tel rêve philosophique est né de notre admiration devant le fait que toutes choses s'inscrivent dans nos classifications conceptuelles. Et quand même, en effet, nous ne pourrions parvenir à formuler d'une manière systématique et définitive cette hiérarchie, c'est bien parce que nous sommes ainsi capables de circuler du plus général au plus particulier et de comprendre l'entrelacement des genres, des espèces et des sous-espèces, que nous pouvons parler et comprendre ce que nous disons. Quand même nous n'aurions pas l'audace de Hegel, dont la logique est le système de tous les tours et détours de la pensée, il demeure vrai que l'idée d'un système des genres et des espèces à la fois capable d'embrasser l'unité de tout ce qui est et d'en produire la variété est présupposée par chacun d'entre nous lorsqu'il fait usage de sa langue. Nota bene, nous n'avons pas envisagé dans ce bref exposé les divisions qui depuis toujours ont opposé les écoles sur la signification des concepts, des genres et des espèces. La principale division, peut-être, porte sur la question de savoir si un concept n'est qu'un instrument de l'entendement humain, de telle sorte que nos classifications sont de simples grilles de lecture du monde, comme on dit, ou si au contraire il y a une affinité entre nos concepts ou nos catégories et l'ordre du monde hors de nous. Ainsi le mot rassemble sous une unité la diversité des choses qu'il nomme. Cette unité est-elle réelle, c'est-à-dire fondée sur la nature des choses ainsi unifiées, on dira alors que tous les chiens sont réellement des chiens, ou au contraire n'est-elle que nominale, c'est-à-dire conférée artificiellement aux choses ainsi rassemblées par ce rassemblement sous un même nom.
Le nominalisme refuse d'accorder une réalité à l'unité. C'est qu'il soutient qu'il n'y a que des individus et qu'à nos concepts ne correspond rien de réel. Dans cette hypothèse, on dira que c'est par illusion que nous prenons pour des essences réelles des unités, le beau, le chien, l'homme, qui ne sont jamais que nos façons provisoires d'unifier la diversité des individus. À quoi s'opposent plusieurs manières d'accorder que l'unité n'est pas seulement nominale, et nous en avons vu l'exemple le plus célèbre avec la notion platonicienne de forme, ou encore avec la conception kantienne des concepts.